On a donné tes 80 000 € de mariage à Maëva. Elle mérite un vrai mariage. Papa l'a dit avec fierté. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé mon fiancé. Il s'est levé, a sorti son téléphone et a dit « Je devrais peut-être leur dire ce que je fais dans la vie ?» Le sourire de ma sœur a disparu. Je m'appelle Colline. J'ai 29 ans et j'ai appris très tôt que dans certaines familles, l'amour est une ressource limitée, comme l'eau dans le désert. Mon père n'a même pas posé sa fourchette en argent lorsqu'il a brisé mon rêve. Nous étions assis autour de la table en chêne massif, dans la salle à manger de la villa qu'il louait chaque été à la Baule. L'odeur du rôti de veau au girolles et du vin rouge onéreux saturait l'air, se mêlant au parfum trop sucré de ma sœur, Maëva. C'était un dimanche comme les autres, jusqu'à ce qu'il s'essuie la bouche avec sa serviette en lin et me regarde avec ses yeux que je connaissais par cœur, froid, calculateur, et totalement dépourvu d'empathie. Colline, nous devons parler de l'argent du mariage, a-t-il dit, d'un ton aussi décontracté que s'il commentait la météo marine. Nous avons donné ton fonds à Maëva. Elle mérite un mariage royal, tu comprends? La pièce s'est tue pendant une seconde qui a duré une éternité. Puis ma mère, Véronique, a émis un petit rire nerveux. Ma sœur, Maëva, a affiché ce sourire en coin, ce sourire triomphant qu'elle perfectionnait depuis l'enfance, et a pris une gorgée de son verre de Bordeaux. Ils ont ri. Ils ont ri comme si c'était une plaisanterie inoffensive. Ils s'attendaient à ce que je hoche la tête, à ce que je dise « D'accord, papa », à ce que j'accepte mon sort comme je l'avais toujours fait depuis 29 ans. J'ai senti un froid glacial envahir mes veines, comme si tout mon sang avait été drainé hors de mon corps. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus respirer. La trahison n'a pas le goût de la cendre, elle a le goût du rôti de veau que vous ne pouvez plus avaler. Mais la personne à côté de moi n'a pas ri. Jocelyn, mon fiancé, s'est figé. Sa main, posée sur la nappe blanche, s'est refermée sur son verre d'eau avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches, presque translucides. Ma famille pensait qu'il n'était qu'un homme simple, un technicien informatique un peu timide, un peu lent. Il n'avait aucune idée de qui il était vraiment, ni de la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher. Mais avant que je ne vous raconte comment tout a basculé et comment le karma a frappé cette maison comme la foudre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de cette histoire. Dites-moi en commentaire, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos réponses. Je reviens à ce moment précis. Je m'appelle Colline. J'ai appris le mot invisible bien avant d'apprendre à écrire mon propre nom. C'était un bouclier. C'était une étiquette. C'était une malédiction. Colline est raisonnable, disait ma mère à ses amis au téléphone, tout en me faisant signe de sortir de la pièce. Elle est tellement indépendante, elle n'a besoin de rien. Mais Maëva. Oh, Maëva. Maëva traversait toujours une période difficile. Maëva avait besoin de soutien parce qu'elle n'avait pas obtenu assez de likes sur sa dernière photo Instagram. Maëva avait besoin de nouvelles chaussures pour soigner sa dépression saisonnière. J'ai grandi dans une maison qui était toujours bruyante, remplie des drames de ma sœur et des rires forts de mon père, mais ma voix n'était jamais celle qui faisait du bruit. J'étais l'ombre dans le couloir. J'étais l'assiette supplémentaire qu'on posait au bout de la table si on y pensait. Ma sœur, Maëva, était le soleil, brûlant et exigeant, et mes parents étaient les planètes orbitant autour d'elle, aveuglés par sa lumière artificielle. Maëva avait 3 ans de moins que moi. Dès sa naissance, elle a été étiquetée sensible et spéciale. Si elle pleurait, toute la maison s'arrêtait. Si elle voulait un jouet, elle l'avait, parce qu'elle ressentait les choses si profondément. Mes parents m'ont dit que je devais être la grande fille. Je devais être la forte. Tu es autosuffisante, Colline, disait mon père, Bruno, en me tapotant l'épaule distraitement tout en regardant par-dessus ma tête vers Maëva. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. Ils ont transformé leur négligence en compliment. Ils m'ont fait sentir que ma solitude était un badge d'honneur. Mais ce jour-là, à la Baule, face à leur cruauté déguisée en pragmatisme, j'ai compris que ce badge m'étouffait. Et pour la première fois, j'ai regardé Jocelyn, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, une rage froide, calculatrice, prête à exploser. Mais ils ne le savaient pas encore. Ils pensaient toujours qu'ils avaient gagné. Pour comprendre la douleur de ce moment, il faut remonter le temps. Il faut comprendre d'où venait cet argent. Ce n'était pas juste des chiffres sur un compte bancaire.
C'était la preuve que quelqu'un m'avait aimé. Ma grand-mère paternelle, Mamie Lucette, était la seule personne dans cette famille qui me voyait vraiment. Alors que mes parents et Maëva étaient obsédés par les apparences, par le dernier modèle de voiture ou les vacances dans les endroits à la mode, Mamie Lucette vivait simplement dans sa petite maison en pierre en banlieue de Nantes. Elle avait passé sa vie à travailler dur dans sa boulangerie, se levant à 3 heures du matin pour pétrir le pain, économisant chaque centime, chaque pièce de monnaie. J'adorais passer mes étés chez elle. Sa maison sentait la levure, la lavande séchée et le vieux papier. Contrairement à la villa de mes parents qui sentait le parfum chimique et l'ambition désespérée, chez Mamie Lucette, je pouvais respirer. Elle m'a appris à apprécier les choses qui durent. C'est elle qui m'a mis un vieux livre relié cuir entre les mains et m'a dit « Regarde, Colline. Ce livre a traversé 2 guerres. Il est abîmé, mais il tient bon. Comme toi. » C'est grâce à elle que je suis devenue relieuse d'art. J'ai trouvé ma vocation dans la restauration de vieux livres, dans le silence de mon atelier, à redonner vie à des choses que le monde avait oubliées. Quand Mamie Lucette est tombée malade, j'étais la seule à son chevet. Mes parents étaient trop occupés par un gala de charité pour se montrer, et Maëva était en voyage à Dubaï pour créer du contenu. J'ai tenu la main de ma grand-mère pendant ces dernières heures. Elle m'a regardée, ses yeux bleus voilés par la fatigue mais brillants d'amour, et elle m'a dit « J'ai laissé quelque chose pour toi, ma petite Colline. J'ai vendu le terrain du verger. Il y a 80 000 euros. C'est pour ton mariage. » Elle a serré ma main, ses doigts fragiles comme du parchemin. Je sais que tes parents ne t'aideront pas. Ils donneront tout à ta sœur. Alors je veux que cet argent soit pour toi, pour que tu puisses avoir ton jour de lumière. Promets-moi que tu l'utiliseras pour toi. J'ai pleuré et j'ai promis. Après ses funérailles, mon père m'a pris à part. Comme j'avais tout juste 18 ans à l'époque, et que les procédures notariales étaient complexes, l'argent a été placé sur un compte bloqué dont il était le gestionnaire légal. C'est sacré, Colline, m'avait dit mon père ce jour-là, les yeux humides d'une performance digne d'un Oscar. C'est la volonté de ta grand-mère. Je garderai cet argent en sécurité jusqu'au jour où tu trouveras un homme bien. Je te le jure sur la tête de ma mère. Je l'ai cru. Quel enfant ne croirait pas son père quand il jure sur la mémoire de sa propre mère ? Pendant 10 ans, cet argent est resté là, dormant. Je n'y touchais pas. Je vivais modestement de mon métier d'artisane. Je ne demandais jamais rien. Je payais mon loyer, mes factures, mes outils. Je savais que cet argent était là, mon filet de sécurité, mon petit trésor secret qui me rappelait que je n'étais pas seule. Mais j'avais oublié une chose fondamentale. Pour des gens comme mon père et ma sœur, l'argent des autres n'est qu'une extension de leur propre portefeuille. Pour eux, une promesse n'est qu'un mot qu'on utilise pour obtenir ce qu'on veut, et qu'on jette dès qu'il devient gênant. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû remarquer comment mon père changeait de sujet chaque fois que je mentionnais le compte. J'aurais dû voir comment les yeux de Maëva brillaient de convoitise chaque fois qu'on parlait de l'héritage de grand-mère. Mais j'étais aveuglée par l'espoir. L'espoir stupide qu'au fond, il m'aimait assez pour ne pas me voler. J'ai rencontré Jocelyn il y a 2 ans, par un mardi pluvieux de novembre. Il est entré dans mon petit atelier de reliure situé dans une ruelle pavée de Nantes. La clochette de la porte a tinté, et j'ai levé les yeux de mon établi. Il était trempé, ses cheveux châtains collés au front, portant un anorak bleu marine un peu trop grand et un sac à dos usé. Il tenait précieusement un objet enveloppé dans un chiffon. « Bonjour » a-t-il dit d'une voix douce, presque hésitante. « On m'a dit que vous pouviez faire des miracles avec le papier. » Il a déballé un vieux manuel technique sur l'hydroélectricité datant des années 1920. La couverture était arrachée, les pages moisies. C'était le livre de son grand-père. La plupart des gens auraient jeté ça à la poubelle. Mais Jocelyn le tenait comme si c'était le Saint Graal. « Je peux le sauver » ai-je dit. Et j'ai vu son visage s'illuminer. Nous avons commencé à parler. Ce n'était pas le genre de conversation superficielle que j'avais avec ma famille. Jocelyn écoutait. Il posait des questions sur mon travail, sur la colle, sur le cuir, sur la patience qu'il fallait. Il ne parlait pas de lui, pas vraiment. Il m'a dit qu'il était consultant informatique freelance, qu'il aimait résoudre des problèmes complexes et qu'il vivait simplement. Il roulait dans une vieille Peugeot 206 grise qui faisait un bruit de casserole. Il portait toujours les mêmes jeans et des pulls confortables mais sans marque. Il aimait les longues promenades au bord de la Loire et les sandwichs faits maison.
Je suis tombée amoureuse de sa simplicité, de son calme, de cette force tranquille qui émanait de lui. Avec Jocelyn, je n'avais pas besoin d'être brillante ou bruyante. Je pouvais juste être Colline. Quand je l'ai présenté à mes parents 6 mois plus tard, le désastre était prévisible. Ma mère, Véronique, l'a scanné de la tête aux pieds, s'attardant sur ses chaussures un peu boueuses. « Et vous faites quoi, exactement, Jocelyn ?» a-t-elle demandé en pinçant les lèvres, comme si elle sentait une mauvaise odeur. « De l'informatique ? C'est vague. Vous réparez des ordinateurs ? » Quelque chose comme ça, a répondu Jocelyn avec un sourire poli, sans se formaliser. J'aide les entreprises à sécuriser leur réseau. Oh, un dépanneur, a ricané mon père. C'est bien. Il en faut des petites mains. Maëva, elle, ne lui a même pas adressé la parole après avoir vu sa voiture garée devant la maison. Sérieux, Colline, m'a-t-elle chuchoté dans la cuisine. Il est mignon, mais il a l'air fauché. Tu mérites mieux, enfin, je veux dire, même toi tu pourrais trouver quelqu'un avec un peu plus d'ambition. Il ne pourra jamais t'offrir la vie de rêve. Je ne veux pas d'une vie de rêve, Maëva. Je veux une vie vraie, ai-je répondu. Ils l'ont traité avec une condescendance insupportable. Il l'ignorait pendant les repas, l'interrompait quand il parlait, et faisait des blagues sur les geeks qui vivent dans leur cave. Jocelyn encaissait tout sans broncher. Il me serrait la main sous la table, son pouce caressant ma peau pour me calmer. Laisse-les dire, me murmurait-il quand nous rentrions à Nantes dans sa voiture bruyante. Ce qui compte, c'est nous. Ils ne savent pas qui nous sommes. Je pensais qu'il parlait de notre amour. Je ne savais pas qu'il parlait littéralement. Je ne savais pas que l'homme qui mangeait des pâtes au beurre avec moi dans mon petit studio cachait un secret si énorme qu'il allait bientôt faire exploser le monde artificiel de mes parents. J'étais heureuse dans notre bulle de modestie. Je ne me doutais pas que cette bulle était blindée. Il y avait pourtant des signes. Des petits détails qui ne collaient pas, comme un fil d'or tissé dans une toile de jute. Mais quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas les failles, on cherche la lumière. Un soir, alors que Jocelyn prenait sa douche, j'ai cherché un stylo dans son sac à dos pour noter une liste de courses. Au fond du sac, sous un fatras de câbles et de chargeurs, j'ai trouvé une enveloppe épaisse, couleur crème, avec un logo doré en relief. C'était une invitation pour un sommet économique européen à Bruxelles. Le nom sur l'invitation était Monsieur Jocelyn V, président-directeur général. Je suis restée figée, l'enveloppe à la main. PDG ? De quoi ? D'une entreprise unipersonnelle de dépannage informatique ? Ça n'avait aucun sens. À ce moment-là, Jocelyn est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille. Il a vu l'enveloppe. Il n'a pas paniqué, mais j'ai vu ses muscles se tendre imperceptiblement. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « Pourquoi on t'invite à un sommet économique ?» Il s'est approché doucement et a pris l'enveloppe. « C'est une erreur de mailing, Colline. Ils ont dû confondre avec un homonyme. Tu sais, les bases de données. » Il a souri, ce sourire rassurant que j'aimais tant. « Et puis, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un PDG qui va à des sommets à Bruxelles ? Je préfère rester ici à manger des pizzas avec toi. » J'ai ri. C'est vrai, ça semblait ridicule. Jocelyn avec ses t-shirts délavés et ses vieilles baskets ? Impossible. J'ai laissé tomber. Une autre fois, je l'ai entendu au téléphone au milieu de la nuit. Il parlait anglais, mais pas l'anglais scolaire qu'on apprend au lycée. C'était un anglais rapide, technique, autoritaire. The breach need to be contained immediately. Mobilise the Alpha Team. I don't care about the cost, juste secure grid. La brèche doit être contenue immédiatement. Mobiliser l'équipe Alpha. Je me fiche du coup, sécuriser le réseau. Quand je lui ai demandé le lendemain matin, il a haussé les épaules en beurrant sa tartine. Un client américain. Ils ont eu un virus sur leur serveur. Ils paniquent pour rien, il faut savoir leur parler fermement pour qu'ils se calment. J'ai tout gobé. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais connu que des gens qui se vantaient de tout ce qu'ils possédaient, même de ce qu'ils n'avaient pas. Mon père se vantait de sa montre, fausse, ma mère de ses relations, imaginaires, Maëva de ses followers, achetés.
L'idée que quelqu'un puisse avoir du pouvoir et choisir de le cacher était un concept étranger à mon univers familial. Pour moi, le pouvoir était quelque chose qu'on hurlait, pas quelque chose qu'on chuchotait. Jocelyn était mon mystère, mais il était surtout mon refuge. Je ne voulais pas creuser trop profond de peur de briser la magie de notre vie simple. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fouillé davantage, confronté votre fiancé, ou auriez-vous fait confiance aveuglément comme je l'ai fait? Je suis curieuse de savoir si j'ai été naïve ou juste amoureuse. Mais l'illusion de la simplicité allait bientôt se fracasser contre le mur de la réalité. Et le catalyseur de cette destruction ne serait autre que ma propre sœur, Maeva. Elle ne le savait pas encore, mais en essayant de me détruire, elle allait réveiller le dragon qui dormait dans le salon. Une semaine avant ce fameux dîner dominical, le drame a commencé dans mon atelier. C'était un mardi après-midi calme. J'étais concentrée sur une commande très spéciale, la restauration d'un livre de contes du XVIIe siècle pour le musée d'histoire de Nantes. C'était le contrat le plus prestigieux de ma carrière. J'avais investi toutes mes économies pour acheter une peau de chevreau d'une qualité rare, importée d'Italie, pour refaire la reliure. La peau était étalée sur mon établi, immaculée, parfaite. J'étais en train de préparer mes outils quand la porte s'est ouverte avec fracas. C'était Maeva. Elle est entrée comme une tornade, son téléphone à la main, se filmant en direct pour une story Instagram. « Hey les chéris! Je suis chez ma sœur, l'artisane de la famille. Regardez cet endroit, c'est tellement vintage, non? Ça sent le vieux, lol. » Elle a tourné la caméra vers moi. « Dis coucou, Colline. Ne fais pas cette tête de déterré. » J'ai soupiré. « Maeva, s'il te plaît, je travaille. C'est très délicat. » Oh, détends-toi. Elle a posé son sac à main de marque, probablement une contrefaçon, directement sur mon établi, à quelques centimètres de la peau précieuse et de mes pots de teinture. J'ai besoin d'un service. J'ai acheté ce vieux carnet aux puces, je veux que tu me le refasses en rose fuchsia avec mon nom en or dessus. Pour mes photos. Gratuitement, bien sûr, je te taguerai, ça te fera de la pub. Elle a jeté un carnet décrépit sur la table. Maeva, je ne peux pas, ai-je dit fermement. Je suis sur un contrat pour le musée. Cette peau coûte plus cher que ta voiture. Fais attention. Tu es toujours aussi égoïste, a-t-elle crié, faisant un geste brusque avec son bras. C'est arrivé au ralenti. Sa manche a accroché le pot de teinture noire indélébile. J'ai vu le pot basculer. J'ai crié non, mais c'était trop tard. Le liquide noir s'est déversé, non pas sur le sol, mais directement sur la peau de chevreau italienne immaculée. Une tache noire, horrible, irréversible, s'est étendue comme un cancer sur le cuir blanc. Le silence dans l'atelier était assourdissant. Maeva a regardé la tache, puis m'a regardé. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air ennuyée. Oups, a-t-elle dit. C'est bon, ça part à l'eau, non? C'est de la teinture indélébile, Maeva. J'ai hurlé, les larmes aux yeux. Tu viens de détruire 800 € de matériel et une semaine de travail. C'est pour le musée. Arrête de crier. C'est juste un bout de cuir. Papa te le paiera. Elle a repris son sac et s'est dirigée vers la porte. Tu es hystérique, je me casse. J'ai appelé mes parents en pleurs ce soir-là. Je voulais qu'ils sachent. Je voulais, pour une fois, qu'ils la grondent. Allô, maman? Maeva a détruit mon matériel, je ne peux pas livrer le musée, je suis foutue. La voix de ma mère était glaciale. Colline, arrête de faire ta victime. Maeva nous a appelés, elle est en pleurs. Tu lui as crié dessus pour une petite maladresse. C'est ta sœur. Ce n'est que du matériel. Tu es l'aînée, tu devrais être plus compréhensive. Elle est sensible, tu le sais. Mais maman, ça coûte 800 €. On s'arrangera, a dit mon père en prenant le combiné. Ne gâche pas l'ambiance avant le dîner de dimanche. On parlera argent là-bas. Ils ont raccroché. Je me suis assise par terre, au milieu de mon atelier souillé, et j'ai pleuré de rage et d'impuissance. C'est là que Jocelyn m'a trouvée. Il n'a rien dit. Il a vu la tache. Il a vu mes larmes.
Il m'a relevé, m'a essuyé le visage et a nettoyé l'atelier en silence. Mais cette fois, son silence était différent. Ce n'était plus de la patience. C'était la charge d'une arme avant le tir. Ils ne paieront jamais, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement. Non, ai-je chuchoté. Ils ne paient jamais. D'accord, a dit Jocelyn. Juste ça. D'accord. Le dimanche est arrivé. Nous sommes allés à la boule. Je pensais que le pire était derrière moi. Je pensais qu'on allait juste manger et subir leurs piques habituelles. Je ne savais pas que mon père avait prévu de m'achever. Nous y voilà. Retour à cette table en chêne. Le rôti de veau refroidissait dans nos assiettes. Maëva jouait avec son verre de vin, un sourire satisfait aux lèvres, comme si l'incident de l'atelier n'avait jamais existé. Mon père a repris la parole après avoir lâché sa bombe, nous avons donné ton fonds à Maëva. Je l'ai regardé, espérant avoir mal entendu. Pardon? Le fonds de Mamie Lucette? Les 80 000 euros? Mais, c'est à mon nom. C'est pour mon mariage. Tu as promis, papa. Mon père a haussé les épaules, un geste qui se voulait nonchalant mais qui trahissait son arrogance. Techniquement, c'était sur un compte dont j'étais le fiduciaire. J'ai le droit de gérer les actifs de la famille comme je l'entends pour le bien commun. Le bien commun, ai-je répété, ma voix tremblant de rage contenue. Tu as vidé mon compte pour payer le mariage de Maëva? Elle n'est même pas fiancée officiellement. Elle sort avec ce type depuis 3 mois. C'est Julien, un promoteur immobilier, a interjeté ma mère rapidement. Il est très bien. Et Maëva a besoin de ce mariage maintenant. Sa carrière d'influenceuse stagne, elle a besoin d'un événement viral pour relancer ses contrats. C'est un investissement, Colline. Tu ne comprends rien au business. Maëva a pris la parole, sa voix mielleuse et toxique. Écoute, Colline. Regarde-toi. Toi et Jocelyn, vous êtes simples. Vous n'avez pas de goût pour le luxe. Qu'est-ce que tu aurais fait avec 80 000 euros? Un mariage champêtre avec des bottes de foin? Ça aurait été du gâchis. Moi, j'ai réservé le château de la Bretèche. Ça va être grandiose. Je vais avoir une couverture dans le magazine Gala. C'est important pour l'image de la famille. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec une fausse compassion qui m'a donné la nausée. Et puis, soyons honnêtes, ma chérie. Tu n'es pas faite pour être le centre de l'attention. Tu es plus discrète. Tu serais mal à l'aise avec un grand mariage. On te rend service, en fait. Tu pourras aller à la mairie, faire un petit truc sympa, et je te donnerai 2 invitations VIP pour mon mariage. Tu seras au premier rang, enfin, au deuxième, le premier c'est pour les sponsors. J'ai regardé ma mère. Maman? Tu es d'accord avec ça? C'était l'argent de ta belle-mère. Elle me l'a laissé sur son lit de mort. Ma mère a soupiré, agacée. Oh, arrête avec le mélodrame, Colline. Mamie Lucette était sénile à la fin. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Maëva en a plus besoin que toi. C'est une question d'équité. Tu as ton petit métier, tu te débrouilles. Maëva a besoin d'aide pour maintenir son standing. C'est ça, être une famille. On s'entraide. On s'entraide, ai-je murmuré. Vous m'avez volé. C'est du vol. Mon père a tapé du poing sur la table. Le bruit a fait teinter l'argenterie. Ça suffit. Je ne tolérerai pas ce ton. Je suis ton père, j'ai pris une décision de chef de famille. L'argent est dépensé. Les acomptes sont versés. C'est fini. Mange ton veau et estime-toi heureuse qu'on t'invite encore après la scène que tu as faite à ta sœur mardi. J'ai senti les larmes monter, chaudes et brûlantes. Non pas de tristesse, mais d'humiliation pure. Il m'avait tout pris. Pas seulement l'argent, mais ma dignité, mon souvenir de ma grand-mère, ma place dans cette famille. J'étais prête à me lever, à partir en courant, à disparaître pour toujours comme la petite souris grise qu'il voulait que je sois. C'est à ce moment-là que j'ai senti la main de Jocelyn sur mon genou. Ce n'était pas une caresse apaisante cette fois. C'était une étreinte ferme, solide, comme un ancrage. J'ai tourné la tête vers lui.
Son visage avait changé. Le Jocelyn doux et effacé avait disparu. Ses yeux bruns étaient devenus noirs, durs comme de l'acier trempé. Il a posé sa serviette sur la table avec un calme terrifiant. Il a regardé mon père, puis ma mère, puis Maëva. « Vous avez fini ?» a-t-il demandé. Sa voix était basse, mais elle a traversé la pièce comme une lame de rasoir. Le silence est tombé instantanément. Mon père a froncé les sourcils, surpris que l'informaticien ose parler. « Excusez-moi, a dit mon père. Je vous demande si vous avez fini d'insulter ma fiancée et de confesser vos crimes financiers, a continué Jocelyn en se levant lentement. Il paraissait soudain plus grand, plus large. Il occupait tout l'espace. Assieds-toi, le geek, a craché Maëva. Ce sont des histoires de famille. Ça ne te regarde pas, au contraire, a dit Jocelyn en plongeant la main dans la poche intérieure de son anorak usé. Ça me regarde très précisément. Il a sorti son téléphone. Pas pour appeler la police. Pas pour appeler un taxi. Il a tapoté l'écran quelques fois, et d'un geste fluide, il a posé le téléphone au centre de la table, l'écran tourné vers mon père. Puis il a sorti un dossier plié en deux de sa poche arrière et l'a jeté à côté du téléphone. Je pense qu'il est temps que je me présente correctement, a dit Jocelyn. Je ne répare pas des ordinateurs, Bruno. Et vous allez très vite regretter de ne pas m'avoir demandé ma carte de visite plus tôt. Mon père a regardé l'écran du téléphone. J'ai vu la couleur quitter son visage instantanément, le laissant gris comme de la cendre. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Qu'avait-il vu? Et qui était vraiment l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 2 ans? La réponse allait anéantir leur monde en moins de 5 minutes. Le silence qui a suivi le geste de Jocelyn était lourd, épais, presque vivant. Mon père, Bruno, fixait l'écran du téléphone posé sur la nappe en lin. Ses yeux, d'habitude si arrogants, s'écarquillaient lentement, comme ceux d'un poisson sorti de l'eau. Ma mère, Véronique, a penché la tête, curieuse, mais toujours avec ce petit air dédaigneux qu'elle réservait aux domestiques et à mon fiancé. « C'est quoi ça ?» a demandé mon père, sa voix n'était plus qu'un croassement. « C'est une application bancaire ? C'est un montage ?» Jocelyn n'a pas répondu tout de suite. Il est resté debout, les mains appuyées sur la table, dominant mes parents assis. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point ses épaules étaient larges. Il ne portait plus le poids de leur mépris, il portait l'armure de sa propre vérité. « Regardez le deuxième chiffre, Bruno, » a dit Jocelyn calmement. « Pas le solde courant. Le virement entrant de ce matin. » Mon père a plissé les yeux. Puis il a octé. 3 millions. Il a levé les yeux vers Jocelyn, la sueur perlant soudainement sur son front dégarni. « Tu as gagné au loto ? C'est ça ? Tu es un nouveau riche ? » Maëva a lâché sa fourchette. Le mot million avait agi sur elle comme une décharge électrique. Son visage s'est transformé. La méchanceté a laissé place à une avidité nue, grotesque. 3 millions, a-t-elle couiné. Jocelyn ? Tu as gagné au loto ? Je ne joue pas au loto, Maëva. Je ne crois pas au hasard, a répondu Jocelyn sans même la regarder. Il gardait ses yeux fixés sur mon père. Je crois au travail. À la compétence. Et à la stratégie. Il a pris le dossier papier qu'il avait jeté sur la table et l'a ouvert. Il a fait glisser une feuille vers mon père. Vous m'avez traité de réparateur d'ordinateur, a continué Jocelyn, sa voix montant légèrement en intensité, vibrante d'une colère froide. Vous avez ri de ma voiture. Vous avez méprisé mes vêtements. Vous avez pensé que parce que je ne porte pas de montre à 5 000 €, je ne valais rien. Mais vous avez fait une erreur fatale, Bruno. Vous avez jugé le livre à sa couverture. Mon père lisait le document. Ses mains ont commencé à trembler. La feuille de papier vibrait bruyamment dans le silence de la salle à manger. C'est l'organigramme de Translogistique Ouest, a balbutié mon père. C'était l'entreprise de transport où mon père était directeur régional. C'était la source de son salaire, de sa voiture de fonction, de tout son statut social. Pourquoi tu as ça ? Regarde le nom de la société mère, en haut, a ordonné Jocelyn. Aegis Grid Solutions, a lu mon père. Il a froncé les sourcils.
Je ne connais pas. C'est la boîte qui a racheté notre dette la semaine dernière. Exactement, a dit Jocelyn. Et devine qui a fondé, qui possède et qui dirige Aegis Grid Solutions? Jocelyn a sorti une carte de visite de sa poche, pas une carte en papier bon marché, mais une carte en métal noir mat, gravée au laser. Il a fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'elle heurte le verre de vin de mon père avec un petit ding cristallin. Jocelyn V, fondateur et CEO, a lu mon père. Il est devenu livide. Il a regardé Jocelyn, puis la carte, puis moi. Tu es le repreneur? Tu es le patron de mes patrons? En quelque sorte, a dit Jocelyn avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Disons que je possède la main qui tient votre laisse. J'étais sidéré. Je savais qu'il avait réussi, mais je ne savais pas qu'il avait acheté la dette de l'entreprise de mon père. Je l'ai regardé, la bouche entr'ouverte. Il m'a jeté un coup d'œil rapide et la dureté de son visage s'est adoucie une fraction de seconde, juste pour moi. Fais-moi confiance, disaient ses yeux. Ma mère s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Mais enfin! C'est ridicule. Si tu as tant d'argent, pourquoi tu t'habilles comme un clochard? Pourquoi tu roules dans cette poubelle? Tu nous as piégés. C'est vicieux. C'est vicieux? Jocelyn a ri, un son sec et sans joie. Vous parlez de vice? Vous venez de voler 80 000 € à votre propre fille pour payer la fête d'une gamine gâtée, et vous osez me parler de morale? J'ai gardé mon identité secrète parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment. Et maintenant, je le sais. Vous êtes des parasites. L'atmosphère dans la pièce a basculé du drame familial au thriller d'entreprise. Maëva, qui avait toujours été rapide à calculer ses intérêts, s'est levée. Elle a lissé sa robe et a affiché son meilleur sourire de séductrice, celui qu'elle utilisait pour obtenir des boissons gratuites en boîte de nuit. Elle a contourné la table pour s'approcher de Jocelyn. Jocelyn, a-t-elle ronronné, sa voix dégoulinante de faux sucre. Waouh! Tu nous as bien nus. C'est presque sexy, ce côté milliardaire caché. Tu sais, j'ai toujours admiré les hommes puissants. Peut-être qu'on est parti du mauvais pied? Elle a tendu la main pour toucher son bras. Jocelyn a reculé comme si elle était contagieuse. Ne me touche pas, a-t-il dit. Sa voix était si tranchante que Maëva a sursauté. Ne t'avise plus jamais de m'approcher ou d'approcher Colline. Tu me dégoûtes. Maëva s'est figée, rouge de honte et de rage. Je voulais juste être gentille. Tu voulais juste mon portefeuille, a corrigé Jocelyn. Il s'est tourné vers mon père qui était affalé sur sa chaise, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 minutes. Écoutez-moi bien, a dit Jocelyn. Je ne suis pas ici pour jouer. Je suis ici pour récupérer ce qui appartient à Colline. Vous pensiez qu'elle était faible. Vous pensiez qu'elle était seule. Mais elle est la femme que j'aime, et je brûlerai ce monde pour la protéger. Il a pointé le dossier du doigt. Bruno, votre entreprise est en restructuration. En tant qu'actionnaire majoritaire de la dette, j'ai un droit de regard sur l'équipe de direction. J'ai vu vos notes de frais. J'ai vu les dîners, les voyages, la voiture de fonction utilisée à des fins personnelles. J'ai de quoi vous faire licencier pour faute grave demain matin, sans indemnité. Et pire encore, je peux lancer un audit fiscal sur vos 10 dernières années. Mon père a commencé à hyperventiler. Non, Jocelyn, ne fais pas ça. On est de la famille. La famille? J'ai pris la parole pour la première fois depuis le début de son intervention. Ma voix était calme, mais elle venait de mes tripes. Tu as dit il y a 5 minutes que Maëva méritait mon argent plus que moi. Tu as dit que c'était pour le bien commun. Eh bien, papa, le bien commun, c'est que tu rendes l'argent. Je ne peux pas, a pleurniché mon père. J'ai déjà versé les acomptes au château. Il ne rembourse pas. Je n'ai pas 80 000 € liquides là, tout de suite. Trouve-les, a dit Jocelyn. Vends ta montre. Vends ta voiture. Vends tes actions. Hypothèque cette maison de vacances ridicule. Je m'en fous. Ma mère s'est mise à pleurer, de vraies larmes de panique cette fois. On va être ruinés. On ne peut pas annuler le mariage de Maëva, les invitations sont prêtes à partir.
Tout le monde va savoir. La honte. La honte? Jocelyn a souri froidement. La honte, Véronique, c'est d'avoir élevé une fille pour qu'elle devienne une sangsue et d'avoir traité l'autre comme une esclave. Il a repris son téléphone. Je vais appeler mon directeur financier. Si l'argent n'est pas sur le compte de Colline demain, je lance la procédure de licenciement et je transmets votre dossier au service juridique pour abus de confiance sur le fonds de Mamie Lucette. C'est du pénal, Bruno. Détournement de fonds d'un mineur ou abus de faiblesse, mes avocats trouveront la qualification exacte. Tu veux finir ta carrière en prison? Non, a crié mon père. Non, pitié. Je vais payer. Je vais trouver l'argent. Je le jure. Tu as déjà juré sur la tête de ta mère il y a 10 ans, et tu as menti, ai-je dit. Je me suis levé. J'ai regardé ma famille. Ils semblaient si petits soudain. Si pathétiques. Le décor luxueux de la villa ne pouvait plus cacher leur laideur intérieure. Allons-nous-en, Jocelyn, ai-je dit. L'air est irrespirable ici. Jocelyn a rangé son téléphone. Il a regardé mon père une dernière fois. Vous avez 24 heures. Pas une minute de plus. Et ajoutez 5% d'intérêt par an depuis le décès de Lucette. C'est le taux légal. Faites le calcul. Nous nous sommes dirigés vers la porte d'entrée. Ma mère a couru après nous, ses talons claquant sur le carrelage. Elle a attrapé mon bras. Colline. Attends. Tu ne peux pas partir comme ça. On peut s'arranger. On peut partager. On donnera la moitié à Maëva et la moitié à toi. C'est raisonnable, non? Allez, ma chérie, sois gentille. Ne laisse pas ton fiancé détruire ton père. J'ai regardé sa main posée sur mon bras. Ses ongles étaient parfaitement manucurés, rouges comme le sang. J'ai regardé son visage, ce visage que j'avais cherché à satisfaire toute ma vie, ce visage qui ne m'avait jamais regardé avec fierté, seulement avec critique ou indifférence. J'ai doucement retiré son bras. Maman, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une négociation. C'est une fin. J'ai porté la main à mon poignet. Je portais un bracelet en argent fin qu'elle m'avait offert pour mes 20 ans. C'était la seule chose de valeur qu'elle m'ait jamais donnée. Je l'ai défait. Tiens, ai-je dit en lui tendant le bijou. Prends-le. Tu pourras peut-être le vendre pour payer les fleurs du mariage de Maëva. Colline. Je ne suis plus ta chérie. Je ne suis plus la fille raisonnable. Je suis celle que vous avez poussée à bout. J'ai ouvert la porte. L'air marin de la Baule m'a frappé au visage, frais et pur. Adieu, maman. Nous sommes sortis. Nous avons marché jusqu'à la vieille Peugeot de Jocelyn. Derrière nous, j'entendais les cris hystériques de Maëva et les pleurs de ma mère. Une fois dans la voiture, le silence est retombé. Jocelyn n'a pas démarré tout de suite. Il s'est tourné vers moi. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. La colère l'avait quitté, laissant place à l'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai été trop dur ? Je ne voulais pas te faire de mal, mais quand je les ai vus, quand j'ai vu comment elles te traitaient, j'ai vu rouge. J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement. Un soulagement immense, torrentiel. Je me suis jetée dans ses bras, par-dessus le frein à main. Merci, ai-je pleuré dans son cou. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir défendu. Personne ne l'avait jamais fait. Il m'a serré fort, embrassant mes cheveux. Tu n'es plus seule, Colline. Plus jamais. Nous avons roulé vers Nantes. Le paysage défilait, flou. J'avais l'impression de laisser une peau morte derrière moi. J'avais perdu ma famille biologique, oui. Mais j'avais gagné ma liberté. Et j'avais gagné la certitude que l'homme à côté de moi était mon véritable foyer. Mais la guerre n'était pas tout à fait finie. Le lendemain allait être la journée la plus longue de leur vie. Le lundi matin, je n'ai pas ouvert mon atelier. Je suis restée chez moi, ou plutôt, chez Jocelyn. Il m'avait emmenée dans son vrai appartement. C'était un loft magnifique au dernier étage d'un immeuble ancien de Nantes, avec une vue imprenable sur la ville.
C'était moderne, épuré, mais chaleureux. Rien d'ostentatoire, juste de la qualité. C'était tout lui. À 9 heures précises, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était ma tante Sabine, la sœur de mon père, la seule autre personne saine d'esprit de la famille. Colline, sa voix était excitée. Qu'est-ce qui se passe? Ton père vient de m'appeler pour me demander de lui prêter 20 000 € en urgence. Il pleurait. Il a dit qu'il avait une dette de jeu ou je ne sais quoi. Il vend sa Mercedes cet après-midi. J'ai souri. Ne lui prête rien, tante Sabine. C'est une longue histoire, mais disons qu'il paie enfin ses dettes. À 11h45, une notification bancaire est apparue sur mon téléphone. Virement reçu, 92 400 €. Motif, remboursement fonds Lucette plus intérêt. Il l'avait fait. Je ne voulais pas savoir comment. Je ne voulais pas savoir à qui ils avaient emprunté ou ce qu'ils avaient dû vendre. L'argent était là. L'héritage de Mamie Lucette était sauvé. Puis, le cirque médiatique de Maëva a commencé. Vers midi, une amie m'a envoyé un lien vers un live TikTok de Maëva. Elle était assise dans sa chambre, les yeux bouffis, le mascara coulant, probablement mis en scène. Les amis sanglotaient face caméra. Je vis un cauchemar. Ma propre sœur, ma sœur que j'ai toujours soutenue, elle sort avec un millionnaire secret et ils ont décidé de nous détruire. Ils ont annulé mon mariage. Ils ont ruiné mes parents par jalousie. C'est du harcèlement. Aidez-moi. Les commentaires commençaient à affluer, certains la soutenant. Mais Jocelyn avait prévu le coup. Elle veut jouer à ça, a-t-il dit en voyant la vidéo. Très bien. Il a passé un coup de fil. 10 minutes plus tard, une vidéo a été publiée anonymement sur un compte local populaire de Nantes. C'était l'enregistrement de la caméra de sécurité de mon atelier, datant de la semaine précédente. On y voyait clairement Maëva entrer, insulter mon travail, et renverser délibérément le pot de teinture sur le cuir précieux avant de partir en riant. La légende disait simplement, la vérité derrière les larmes de crocodile. Voici comment l'influenceuse Maëva traite les artisans locaux, qui sont aussi sa propre sœur. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Internet est impitoyable. Les commentaires sous le live de Maëva ont changé de ton instantanément. C'est ça ta sœur jalouse? Tu es une peste. Tu as détruit son travail et tu oses pleurer? Boycott Maëva. Le soir même, Maëva a désactivé tous ses comptes réseaux sociaux. Son empire de mensonges s'était effondré comme un château de cartes. Mon père avait sauvé son poste de justesse en remboursant la dette, mais il était désormais sous surveillance stricte au travail, sans voiture de fonction, sans bonus, humilié quotidiennement par la hiérarchie qui savait qu'il était en sursis. Ils avaient tout perdu, leur argent, leur réputation et leur fille aînée. Et moi? J'avais tout gagné. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé à Nantes. Et avec lui, notre mariage. Nous n'avons pas choisi un château. Nous n'avons pas choisi le luxe Tapax en Graveleuil. Nous avons loué l'orangerie du Jardin des Plantes. C'était une magnifique structure de verre et de fer forgé du XIXe siècle, remplie de palmiers, de camélias et de lumière. L'air sentait la terre humide, les fleurs fraîches et la cire d'abeille. C'était authentique. C'était vrai. Je n'ai pas invité mes parents. Je n'ai pas invité Maëva. J'ai invité tante Sabine, qui a accepté d'être mon témoin. J'ai invité mes amis artisans, les collègues de Jocelyn qui le respectaient pour son génie et non pour son compte en banque, et quelques voisins de Mamie Lucette qui m'avaient vu grandir. Pour ma robe, je n'ai pas voulu de Vera Wang. J'ai pris la vieille robe de mariée de Mamie Lucette, une robe en dentelle de Calais des années 50, et je l'ai restaurée moi-même. J'ai recousu chaque perle, blanchi le tissu, ajusté la taille. Quand je l'ai enfilée, j'ai senti sa présence. Je savais qu'elle était là. Il n'y avait pas de père pour me conduire à l'hôtel. Je n'en avais pas besoin. J'ai marché seule sur l'allée de gravier, la tête haute, au son d'un violoncelle jouant Bach. Au bout de l'allée, Jocelyn m'attendait. Il ne portait pas de smoking, mais un beau costume en tweed 3 pièces, élégant et intemporel. Quand il m'a vu, il a pleuré. Pas discrètement. Il a laissé les larmes couler sur ses joues, et il a souri comme un enfant.
Tu es magnifique, a-t-il chuchoté quand je suis arrivée à sa hauteur. Tu es libre. Nous sommes libres, ai-je répondu. La cérémonie a été officiée par un ami maire. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Colline, a dit Jocelyn, sa voix tremblante d'émotion. Tu m'as aimé quand je n'étais qu'un homme avec un vieux livre et un vélo. Tu m'as aimé pour mon âme, pas pour ce que je pouvais t'offrir. Je promets de passer le reste de ma vie à te montrer que tu es la personne la plus précieuse au monde. Je promets de ne jamais te laisser être invisible. Quand ce fut mon tour, j'ai pris ses mains. Jocelyn, tu m'as appris que la valeur ne se mesure pas en euros, mais en actes. Tu m'as donné la force de briser mes chaînes. Je promets d'être ton refuge, comme tu es le mien. Nous avons dansé sous les étoiles, à travers la verrière. Il n'y avait pas de drame. Personne ne s'est plaint du vin. Personne n'a essayé de voler la vedette. C'était une célébration de l'amour, pure et simple. C'était le jour que Mamie Lucette avait voulu pour moi. Et je savais, au fond de mon cœur, qu'elle trinquait avec nous de là-haut. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour magique. Je suis assise dans mon nouvel atelier, une annexe baignée de lumière que nous avons construite dans notre maison à la campagne, près de Nantes. Jocelyn est dans le jardin, en train de jouer avec notre fils de 2 ans, Léo, et notre chien. J'entends leur rire à travers la fenêtre ouverte. Beaucoup de choses ont changé. Avec les 92 400 € récupérés, je n'ai pas acheté de voiture de sport. J'ai créé la Bourse Lucette. C'est une fondation qui finance les études de jeunes artisans d'art qui n'ont pas les moyens de payer leurs écoles ou leur matériel. Chaque année, je sélectionne 3 jeunes passionnés des relieurs, des ébénistes, des verriers et je leur donne les moyens de briller. Voir leurs yeux s'illuminer quand je leur annonce la nouvelle me guérit un peu plus chaque jour. C'est la meilleure vengeance. Transformer la cupidité de ma famille en générosité pour les autres. Quant à ma famille biologique, les nouvelles me parviennent par tante Sabine. Mon père, Bruno, a fini par être poussé vers une retraite anticipée forcée. Il vit maintenant dans un petit appartement en location, aigri et obsédé par le passé. Il a dû vendre la villa de la Baule, ses montres et toute sa vie de paraître. Il n'a plus personne à impressionner. Maëva a essayé de rebondir. Elle s'est mariée à la hâte avec ce fameux promoteur, Julien. Mais quand Julien a réalisé que la famille de Maëva n'avait plus d'argent et plus de statut, et que Maëva était grillée sur les réseaux sociaux, le masque est tombé. Il s'est avéré qu'il était aussi superficiel qu'elle. Ils vivent un mariage malheureux, criblé de dettes, essayant désespérément de maintenir les apparences sur des comptes Instagram privés que plus personne ne regarde. Ma mère m'a envoyé une lettre l'année dernière, à la naissance de Léo. Une lettre larmoyante, disant qu'elle voulait voir son petit-fils, que le sang est plus important que tout. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai brûlée dans la cheminée. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, le respect et la loyauté font la famille. Je regarde Jocelyn soulever Léo dans les airs. Mon fils rit aux éclats, sans retenue, sans peur d'être trop bruyant ou trop sensible. Il grandira en sachant qu'il est aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il rapporte. J'ai appris une leçon précieuse. Parfois, il faut perdre les gens qui nous ont donné la vie pour trouver la vie qu'on mérite vraiment. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien, ou que quelqu'un d'autre mérite votre bonheur plus que vous. Vous êtes le gardien de votre propre trésor. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour sauver votre peau? Pensez-vous que j'étais trop dur en refusant de laisser ma mère voir mon fils? Laissez un « j'aime » si vous soutenez ma décision, et partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de justice et de rédemption. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, la meilleure revanche, c'est d'être heureux.